Donc, tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Karina Delpatient, je suis responsable d'un laboratoire qui est le laboratoire d'immunoallergie alimentaire, qui est un laboratoire INRA, mais qui en fait fait partie d'une UMR INRA CEA. Là, c'est bon? Pardon. Donc, qui fait partie d'une UMR INRA CEA qui est localisée au CEA de Saclay. Donc, au sein du laboratoire, en fait, on s'intéresse à deux choses, et je vous parlerai aujourd'hui que d'un seul aspect. On s'intéresse en fait à savoir qu'est-ce qui fait qu'un aliment est allergénique. Donc on s'intéresse à l'aliment et on s'intéresse à savoir pourquoi un individu va devenir allergique. Donc là, c'est plus des études mécanistiques et de voir quels sont les différents facteurs, notamment environnementaux, qui vont faire qu'un individu va devenir allergique. Donc dans ce contexte-là, on peut s'intéresser à des facteurs périnataux tels que la composition du lait maternel, par exemple, ce dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui. Là, je vais m'intéresser plus à la gestion du risque allergénique des aliments, donc du premier aspect. Alors tout d'abord, pourquoi s'intéresser aux allergies alimentaires et qu'est-ce que c'est que les allergies alimentaires? Donc en fait, les allergies alimentaires, c'est une réponse immunitaire inappropriée, excessive, qui peut être fatale, contre certaines protéines des aliments. Donc dans un aliment, on va pouvoir avoir plusieurs allergènes, sachant que tous les aliments ne seront pas forcément allergéniques. Et en fait, la plupart de ces allergies alimentaires, elles reposent en fait sur ce qu'on appelle des hypersensibilités de type 1, qui sont liées à la production d'anticorps particuliers qui sont les IgE. Donc en fait, c'est un processus qui va se passer en deux étapes. La première, ça va être la production d'IgE spécifiques suite à la rencontre de cette protéine alimentaire avec le système immunitaire, qui va donc conduire à la production de ces IgE spécifiques, qu'on peut détecter dans le sérum, par exemple. Et ces IgE, elles vont circuler dans l'organisme et elles vont aller se fixer sur des cellules particulières, des cellules effectrices, essentiellement les mastocytes et les basophiles, qu'on peut trouver dans les tissus ou dans la circulation pour les basophiles. Et c'est en fait suite à une seconde rencontre avec la même protéine alimentaire ou avec une protéine qui lui est relativement proche en termes de structure qu'on va en fait avoir activation de ces cellules et libération des différents médiateurs de la réaction allergique, le plus connu étant l'histamine. Donc une allergie qui se passe en deux étapes et chacune de ces étapes en fait va résulter d'interactions assez complexes entre un individu, notamment son background génétique, mais aussi son environnement et son alimentation. Ce qui fait qu'il est assez difficile de prévoir quel aliment va être un allergène et quel individu va devenir allergique. Alors, les allergies alimentaires, c'est considéré maintenant comme un problème de santé publique du fait de leur prévalence et de la sévérité des symptômes qu'elles engendrent, qui sont en constante augmentation depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc on considère qu'en France, on a 5 à 8% des enfants qui sont allergiques alimentaires. On en a un peu moins chez l'adulte, environ 3%. Et chez ces patients, en fait, la dose d'aliments qui va déclencher la réaction allergique pourrait être variable en fonction des individus et pour un même individu en fonction du contexte dans lequel il se trouve. La seule possibilité pour ces patients qui présentent des allergies alimentaires, c'est en fait de ne pas ingérer l'aliment qui provoque la réaction allergique, sachant qu'il n'y a pas de thérapie spécifique pour l'instant qui existe pour traiter ces allergies alimentaires. Donc comment éviter d'ingérer ces aliments allergéniques? Ça va être soit ingérer des formes qui sont modifiées pour être non allergéniques, donc je vous parlerai notamment des formules infantiles, ou alors ça va être, notamment pour les adultes, l'éviction totale de l'aliment incriminé, ou alors une ingestion à des doses qui ne provoqueront pas de réaction, donc à des doses qu'on appelle non réactogènes pour le patient, donc des faibles doses. Et en fait, c'est la responsabilité de l'industriel qui produit des aliments, notamment transformés, de garantir la sécurité allergénique de ces aliments. C'est-à-dire, dans un premier cas, soit d'assurer l'absence d'allergénicité résiduelle, et là, ça va être le cas particulier des hydrolysats de protéines pour les nourrissons allergiques au lait de vache. Ça sera le premier exemple dont je vous parlerai. Et ça va être également d'indiquer la présence d'allergènes dans un aliment transformé. Et ça, j'en parlerai dans un second temps. Donc, en ce qui concerne les formules infantiles qui sont dédiées donc, aux nourrissons allergiques au lait de vache. Donc là, on est en aval de l'allaitement dont on a parlé précédemment. C'est des enfants qui sont sous formule infantile parce qu'il n'y a pas d'allaitement possible ou pas d'allaitement souhaité et qui développent une allergie à ces protéines du lait de vache. Et comment on gère ces allergies? C'est qu'en fait, on va utiliser des formules dont on va couper les protéines en tout petits peptides pour les rendre non réactogènes.
On va partir soit de protéines, donc maintenant vous savez ce que c'est que le lactosérum ou les caséines. Donc on va partir de ces protéines du lactosérum ou des caséines qu'on va couper en petits morceaux pour les rendre non réactogènes, donc non allergéniques. Et ceci, ça va être la première étape. Il y a certains enfants qui ne vont même pas tolérer ces formules-là et qui vont passer sous des formules d'acides aminés qui là ont un coût beaucoup plus élevé et qui en plus sont vraiment pas bons, donc les enfants ont du mal à les ingérer. Mais dans le cas où on va utiliser ces formules infantiles dont on va vouloir supprimer la réactivité allergénique, en fait, il faut s'assurer justement que ces hydrolysats ne provoqueront pas ces réactions allergiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de protéines intactes dans ces aliments et que les peptides qui sont générés lors de l'hydrolyse ne sont pas capables d'induire une réaction allergique. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'être connus par les IgE de ces patients allergiques et qu'ils ne seront pas capables d'induire la réaction allergique derrière. Donc en fait, au labo, on a développé différents tests qui permettent justement d'apprécier l'allergénicité résiduelle de ce type de formule. Un premier test, en fait, va reposer sur des tests de liaison aux IgE. Donc là, on va regarder si les IgE des enfants allergiques sont capables de reconnaître les peptides générés dans ces formules infantiles hydrolysées. Donc c'est des tests un petit peu complexes, en fait, où on va utiliser des plaques de microtitration qui vont permettre la capture par un anticorps spécifique des IgE, va permettre la capture des IgE spécifiques présents dans le plasma de nos enfants allergiques. Ces IgE, elles sont capables de reconnaître les protéines du lait de vache, donc l'allergène, qu'on a couplé à une enzyme qui permet de suivre en fait la liaison de cet IgE spécifique à l'allergène. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va inhiber cette liaison en ajoutant des quantités croissantes de la formule infantile qu'on doit tester. Si cette formule infantile contient des peptides suffisamment grands pour être reconnus par les IgE du patient allergique, en fait, on va avoir une extinction du signal, comme représenté ici. Donc, c'est un dosage qu'on appelle par compétition. Si on prend ici un lait cru ou un lait maternisé, on voit qu'on a une diminution du signal qui est liée donc à la reconnaissance de ces IgE avec les quantités croissantes qu'on ajoute. Et on voit que quand on prend des formules, alors que j'ai anonymisé ici, des formules d'hydrolysa extensive de lait, effectivement, on supprime la capacité de reconnaissance de ces protéines par les IgE de nos patients allergiques. Ici, la liaison à la caséine. Et puis en parallèle, on a développé un test plus fonctionnel, qui est un test cellulaire cette fois-ci, qui va mimer en fait in vitro la réaction allergique. Donc en fait, ce sont des mastocytes qu'on met en culture, qu'on va incuber avec ces mêmes IgE de nos patients allergiques et qu'on va incuber avec des quantités croissantes de nos formules et on va regarder si ces formules sont capables d'induire in vitro la réaction allergique. Donc là, on va doser les médiateurs libérés dans le milieu de culture, par exemple l'histamine. Et on va regarder si oui ou non nos formules sont capables d'induire cette réaction allergique. Et donc là, vous voyez, par exemple, à titre d'exemple, un lait maternisé, donc une formule infantile classique, ou des protéines purifiées telles que les caséines, sont capables d'induire cette activation cellulaire. Et par contre, les hydrolysats poussés ne sont plus capables d'induire cette activation cellulaire. Donc il est possible, par ce type de test, en fait, d'évaluer l'allergénicité résiduelle de nos formules hydrolysées. Et c'est une vraie demande des industriels, quand ils développent des nouveaux process d'hydrolyse des protéines, de pouvoir s'assurer qu'il n'y aura pas de réaction allergique chez les enfants. Alors, c'est des tests qui sont très sensibles, mais qui requièrent l'utilisation de sérum de patients allergiques. Là, on parle d'enfants, donc c'est difficile d'avoir des volumes suffisants de sérum de patients allergiques pour mettre en marche ces tests. Et puis qui requièrent quand même une certaine expertise technique, à la fois sur ces modèles in vitro de type liaison anticorps ou de type réaction allergique. Alors, j'en ai pas du tout parlé là parce que le temps était un petit peu contraint, mais on a aussi développé en parallèle des modèles animaux qui nous permettent en fait d'évaluer le potentiel. Alors ça peut être soit des hydrolysats poussés, soit des hydrolysats partiels de lait pour non plus déclencher une réaction allergique, mais plutôt prévenir ou guérir une allergie. Donc on a un modèle animal en fait qui nous permet de tester ce type de formule pour voir si on favorise l'induction de la tolérance, par exemple par tel ou tel type d'hydrolyse, ou par l'ajout d'ingrédients spécifiques tels que des pré ou des probiotiques. Donc ça, c'est une demande aussi industrielle assez forte qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un cas un petit peu facile, en fait, parce qu'on parle d'un ingrédient seul qui n'est pas inclus dans une matrice alimentaire. Et le problème se complexifie quand on passe justement dans des matrices alimentaires. Donc là, c'est un autre contexte
c'est la nécessité d'indiquer la présence d'allergènes dans des aliments transformés. Donc vous savez qu'il y a 14 aliments à étiquetage obligatoire à partir du moment où ils sont des ingrédients d'un aliment. C'est-à-dire si on rajoute un de ces aliments, il faut qu'il y ait un étiquetage qui précise qu'il y a présence de ces allergènes. Donc vous avez ici un exemple d'étiquette où on va voir qu'effectivement le blé, la noisette va être mis en gras, spécifiant qu'il y a la présence de ces allergènes en tant qu'ingrédients. Le problème, en fait, se pose plus dans le contexte de la présence fortuite d'allergènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rajoutés comme ingrédients, mais qu'il peut y avoir une contamination involontaire au cours de la chaîne de production, du fait de contact avec d'autres aliments ou lors du stockage ou du transport de ces aliments. Et en fait, on arrive là à un étiquetage de précaution ou un étiquetage parapluie qui est encadré ici en rouge, où on va mettre peut contenir des traces de ou fabriqué dans un atelier qui utilise tel ou tel allergène. Donc c'est-à-dire que l'industriel n'a pas mis l'allergène en question dans l'aliment, mais peut-être qu'il y a pu y avoir une contamination à un moment de la chaîne de production, ce qui préserve l'industriel de tout problème derrière. Mais ça, c'est un vrai casse-tête pour l'allergie, parce que l'allergique, il ne sait pas ce qu'il peut manger. Quand il a ce type d'étiquette, est-ce qu'il peut, sachant qu'il est allergique à l'arachide, consommer cet aliment qui peut contenir des traces d'arachide? Donc ça, c'est un vrai casse-tête pour l'allergique. Et si vous prenez le temps de regarder les étiquettes dans le commerce, vous verrez que la majorité des aliments ont ce type d'étiquette de précaution. Donc en fait, comment essayer de garantir l'absence d'allergènes dans des aliments transformés? En fait, il y a 3 méthodologies possibles qui sont utilisées dans cette optique. Des techniques de biologie moléculaire, où en fait, là, on va par des réactions de PCR, on va aller chercher la détection de l'ADN de la source allergénique, mais on ne va pas mettre en évidence la protéine en elle-même. Il y a des techniques de biochimie pure, qui reposeront essentiellement sur des technologies de spectrométrie de masse. Donc là, c'est des techniques qui sont un peu lourdes à mettre en œuvre, qui ont un problème de sensibilité. Je crois que le micro est en train de lâcher, non, c'est bon. Et qui ne sont pas encore adaptées pour des matrices relativement complexes. Donc les méthodes qui sont le plus utilisées, c'est des méthodes immunochimiques, qui vont principalement reposer sur des tests dits ELISA. Donc très schématiquement, un test ELISA, c'est ça. On va utiliser 2 anticorps produits chez l'animal qui vont être spécifiques de l'allergène cible. Un premier anticorps qui va être immobilisé sur une phase soluble, qui va le capturer, notre allergène, et un deuxième qui va le détecter grâce à un couplage. Ça y est, il est mort. Grâce à un couplage à une enzyme, par exemple. Donc en fait, là, on aura un signal qui sera directement proportionnel à la quantité d'allergènes présents dans l'aliment. Alors, c'est des dosages qui sont très sensibles, qui sont spécifiques, qui sont relativement simples à mettre en œuvre. Et il y a de très nombreux dosages commerciaux qui sont proposés pour aller détecter des allergènes dans des matrices alimentaires plus ou moins complexes. Par contre, en amont, en fait, ces dosages, quel que soit le type, mais c'est aussi le cas pour les dosages de type ELISA, il va falloir extraire les protéines de l'aliment complexe avant de pouvoir doser et de voir s'il y a ou pas présence de notre allergène. Et ça nécessite en fait d'optimiser les méthodes d'extraction de ces protéines qui sont plus ou moins faciles en fonction des matrices alimentaires considérées et qui doivent être en plus compatibles avec les conditions de ce test et avec les propriétés physico-chimiques de l'allergène. Et ça, c'est la première chose à faire en amont, c'est de bien choisir la cible protéique qu'on va aller chercher en fonction de ses propriétés physico-chimiques. Par exemple, est-ce qu'elle va être résistante à un procédé thermique ? Si elle n'est pas résistante, on aura du mal à la détecter, mais pourtant, elle sera toujours capable d'induire une réaction allergique, par exemple. On va aussi se soucier de son hydrosolubilité pour voir si elle sera facilement extractible de la matrice et donc dosable. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte en amont. Et bien sûr, en fonction de sa pertinence clinique. C'est-à-dire il faut que ce soit un allergène important pour le patient, en l'occurrence. Donc, à titre d'exemple, en fait, on a participé à différents programmes nationaux et européens qui ont justement visé à optimiser la détection des allergènes de l'arachide. Donc l'arachide, c'est un allergène majeur. Et en fait, on a optimisé à la fois les conditions d'extraction de ces protéines d'arachide de matrices plus ou moins complexes, et on a optimisé justement la cible qu'on allait chercher pour favoriser sa détection.
Et ça, on l'a comparé à différents kits commerciaux qui sont disponibles sur le commerce. Donc en fait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats, mais il est effectivement possible, en jouant sur ces paramètres, conditions d'extraction et choix de la cible, d'augmenter le taux de recouvrement de nos allergènes et donc de mieux les doser et de mieux les détecter. Ce n'est pas parce qu'un dosage commercial va nous donner un signal négatif, au final, que l'allergène ne sera pas présent. C'est peut-être juste qu'on n'a pas réussi à l'extraire ou pas réussi à le doser. Donc c'est vraiment nécessaire d'optimiser en amont tous ces aspects. Et un des résultats les plus probants était notamment dans la matrice qui est la plus compliquée à travailler dans ce type d'objectif, c'est le chocolat. Le chocolat, c'est très difficile d'extraire des protéines présentes dans un chocolat, et c'est la matrice alimentaire qui est le plus souvent contaminée par du lait ou de l'arachide ou des noisettes. Donc c'est un aliment qui pose vraiment problème. Et en fait, en optimisant tout ça, on a réussi à avoir un taux de recouvrement de 50%, c'est-à-dire qu'on retrouvait 50% des protéines qu'on avait mis dans notre chocolat avant son process. Et donc ça, c'est juste à titre d'exemple. Donc c'était d'un chocolat qui était contaminé à 0, 3, 10 ou 100 ppm d'arachide. Donc à 0, on n'avait vraiment rien. Et vous voyez qu'en jouant sur les conditions d'extraction, en fait, on augmente le signal avec cette condition d'extraction qui était l'optimale pour avoir un meilleur taux de recouvrement. Donc c'est vraiment possible, en connaissant bien les cibles sur lesquelles on travaille, d'optimiser ces conditions d'extraction pour vraiment détecter les allergènes qui peuvent être présents dans nos matrices. Alors un autre exemple dont je voulais vous parler, parce que c'est un vrai problème pour les cliniciens actuellement, c'est la détection des allergènes du lait de chèvre. Alors ça paraît anecdotique comme ça, le lait de chèvre. En fait, il y a des allergies qui émergent depuis maintenant plus d'une dizaine d'années chez des patients qui tolèrent le lait de vache, mais qui sont allergiques au lait de chèvre et au lait de brebis. C'est en général des ados ou des jeunes adultes et qui vont présenter des réactions très sévères suite à l'ingestion, la plupart du temps fortuite, de ces allergènes du lait de chèvre. Là, on a beaucoup parlé des pizzas ce matin, mais l'aliment transformé qui est le plus souvent impliqué dans ce type de réaction allergique, c'est la pizza, avec la présence non indiquée ou fortuite de ces allergènes dans la pizza. Alors, juste par comparaison, je vous parlais tout à l'heure de l'arachide. En fait, quand vous parlez à des cliniciens, ils ont plus peur pour un patient qui est allergique lait de chèvre que pour un patient qui est allergique à arachide, en termes de gravité de symptômes. Alors, le problème de la détection du lait de chèvre, sans la détection du lait de vache, parce que c'est des patients qui ne sont pas allergiques au lait de vache, donc il faut spécifiquement détecter le lait de chèvre, c'est qu'en fait, il y a une très forte ressemblance des protéines entre différents ruminants. Donc, à titre d'exemple, il y a plus de 80% d'homologie entre les protéines du lait de vache et les protéines du lait de chèvre, ce qui peut rendre très compliqué la détection de ces protéines sans avoir de faux positifs liés à la présence de lait de vache. Donc en fait, en choisissant une cible qui avait une pertinence clinique, c'est-à-dire grâce aux données qu'on avait obtenues chez des patients allergiques lait de chèvre et savoir quelles protéines ils reconnaissaient plus spécifiquement, et en combinant des stratégies d'immunisation assez originales, on a réussi en fait à développer un dosage ELISA qui reconnaît parfaitement le lait de chèvre et qui ne reconnaît pas le lait de vache. Donc l'avantage aussi de ce dosage, c'est qu'on reconnaissait aussi, c'est pas montré ici, le lait de brebis. Et il faut savoir que les patients ces patients-là qui sont allergiques lait de chèvre sont aussi allergiques brebis. Donc c'est un dosage qui nous permet de détecter ces deux allergènes dans les matrices. Donc la limite de détection était très bonne. Donc grosso modo, on était à 3 nanogrammes de protéines de lait de chèvre par ml. Et il marche très très bien dans différents produits plus ou moins processés dérivés du lait de chèvre, que ce soit donc du lait stérilisé par température, des yaourts, des fromages cuits, des fromages crus. Donc c'est un dosage qui tourne très très bien et qui intéresse beaucoup les industriels parce qu'il y a une forte poussée des cliniciens pour que le lait de chèvre devienne un ingrédient à étiquetage obligatoire du fait de la gravité des symptômes qui sont engendrés. Donc en termes de... Alors j'ai mis à la fois les perspectives d'innovation et les what's next sur la même diapo. Donc outre le fait, je vous le disais, d'optimiser ces conditions d'extraction, de bien choisir la cible qu'on veut aller doser,
Les améliorations des tests actuels seraient essentiellement sur la simplification des tests ELISA, et c'est ce qui commence à se développer, avec notamment le développement de tests de type bandelette. Donc c'est des tests qui ressemblent en fait à des tests de grossesse et qui pourraient être appliqués comme ça à différents points de la chaîne de production pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination de la source première ou au cours de la production en elle-même. C'est des tests qui sont un petit peu moins sensibles, mais qui par contre sont faciles à mettre en œuvre et qui peuvent donner une réponse en moins de 30 minutes. La tendance aussi, c'est d'aller vers le multiplexage, c'est-à-dire dans un même test, pouvoir détecter différentes sources allergéniques. Donc par exemple, tester la présence d'arachides, de lait, de noisettes sur un même test. Ce qui manque cruellement actuellement, c'est la validation d'un standard qui soit le même pour tous et qui permettrait de réellement quantifier la quantité d'allergènes présents dans un aliment. Et ça pourrait être mis au regard du seuil réactogène du patient. Donc pour s'affranchir du peut contenir ou a été fabriqué dans une chaîne pouvant contenir, la notion de trace est compliquée à gérer pour le patient parce qu'il ne sait pas si ces traces sont au-dessus ou en dessous de son seuil réactogène et si du coup il peut ou pas en consommer. Et enfin, alors ça c'est à la fois sur de l'actuel et du futur. Les grosses interrogations qui se posent actuellement, c'est en fait la difficulté liée à l'évaluation du risque allergénique de ce qu'on appelle les nouveaux aliments. Donc ça, c'est des choses qu'on avait initiées il y a 10-15 ans maintenant sur la problématique des OGM, parce qu'on était interrogé sur le risque allergénique que pouvait provoquer, par exemple, un maïs transgénique. Alors maintenant, on est passé à autre chose, on est passé sur le risque allergénique que peuvent provoquer les nouveaux aliments qui intègrent l'alimentation humaine, qui soient d'origine végétale, et ce sera de plus en plus le cas du fait des transitions alimentaires, mais ça peut être des protéines végétales qu'on n'utilise pas actuellement dans l'alimentation humaine, mais qui sont par exemple utilisées en alimentation animale, et qui pourraient avoir un potentiel intéressant en termes de sources protéiques pour l'alimentation humaine, et dont on ne connaît pas au final le risque allergénique, sachant que les allergies chez l'adulte, c'est essentiellement des protéines végétales. Et il y a aussi les aliments un peu plus exotiques, dont on parle beaucoup, les insectes, les algues, pour lesquels en fait, on n'a pas vraiment de notion du risque allergénique qui peut être associé. Donc en fait, pour l'évaluation de ce risque allergénique des nouveaux aliments, la première chose, c'est déjà de regarder s'il y a un risque de réactivité croisée entre ces nouveaux aliments et des aliments, ou en tout cas des allergènes déjà connus. Ça peut être des allergènes alimentaires, mais aussi des allergènes respiratoires, par exemple. Donc ça peut... J'ai fini après. Ça peut poser un problème, par exemple, pour les insectes, parce qu'on risque d'avoir des réactivités croisées chez les patients allergiques aux acariens, par exemple. Après, le vrai problème, c'est surtout d'évaluer le risque de néosensibilisation, c'est-à-dire d'induire des nouvelles allergies face à ces nouveaux aliments. Et pour le moment, en fait, il n'y a pas de méthode qui soit validée et qui permette de dire oui ou non, il y a un risque ou il n'y a pas de risque. Donc ces approches, en fait, elles combinent des approches in silico, in vitro, in vivo, avec des modèles animaux. Et en fait, elles vont donner une notion de présomption de plus ou moins forte allergénicité. Et ça, c'est vraiment des domaines de recherche très actifs, que ce soit européens. Alors il y a des COST qui discutent justement de comment essayer d'améliorer ces techniques d'évaluation de l'allergénicité. Et c'est des sujets sur lesquels on est très interrogé par les industriels, justement, qui veulent valoriser des sources protéiques et qui doivent se soucier de ce risque allergénique. Et j'ai fini. Je vous remercie.